Dans le cadre de l'université populaire proposée par l'Union départementale CGT d'Indre-et-Loire, un débat public aura lieu le 9 novembre à partir de 18 heures sur la thématique des Jeux olympiques et paralympiques 2024 avec tout ce qui tourne autour concernant principalement la charte sociale dont la CGT est à l'origine. Bernard, écoute, je suis très heureux de t'avoir aujourd'hui pour te poser quelques questions. Très heureux également. Explique-nous pourquoi la CGT a proposé et s'est investie dans une charte sociale pour la candidature des Jeux Olympiques et Paris 2024 et Paralympiques 2024. Très tôt, dès lors que le principe d'une candidature de Paris aux Jeux Olympiques est apparu dans le paysage, je dirais, la CGT a réfléchi comment être à la hauteur d'un événement aussi exceptionnel que celui-là. Et ça a été dès la candidature de 2012. Avant 2024, il y a eu 2012 et chacun sait que c'est la ville de Londres qui a été sélectionnée à l'époque et non pas Paris. Mais dès ce moment-là, nous avions insisté pour que des Jeux Olympiques qui se déroulent en France, à Paris, se déroulent de manière tout à fait différente pour les travailleurs qui préparent les Jeux que bien des Jeux précédents. La France, ça n'est pas le Japon, ça n'est pas la Russie, ça n'est pas le Brésil. On est un des pays où les droits sociaux, qui ne sont pas idéaux, mais qui sont quand même sur le fond encore un exemple parmi la planète, il est indispensable que l'on conçoive des Jeux Olympiques qui respectent les droits sociaux des travailleurs, voire qui contribuent, pourquoi pas, à l'amélioration des droits sociaux des travailleurs, notamment en matière d'emploi, de conditions de travail, etc., etc. C'est de là qu'est née cette idée que si Paris doit être candidat, à ce moment-là, il faut que dans les caractéristiques, les engagements dans l'organisation des Jeux, la France s'engage en matière de droits sociaux pour les travailleurs qui préparent cette échéance. Et c'est ainsi qu'est né à la fois le principe de la charte, et après que la CGT se soit exprimée, après avoir associé les autres organisations syndicales, c'est devenu une des références des conditions d'organisation des Jeux pour Paris 2024. Il a été créé un comité de suivi de la charte sociale. Comment fonctionne le comité de la charte sociale et quelle relation avec le comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques et de la Solidéo ? Alors, pour traduire ces engagements sociaux dans la préparation des Jeux, il y a donc eu une rédaction d'une charte sociale qui comporte 16 engagements ou orientations qui tiennent compte des 3 temps entourant les Jeux, la préparation, le déroulement des Jeux et l'après-Jeux olympiques, ce qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire le défi que représente un événement à un instant T, mais surtout la trace qu'il va laisser dans la société dans laquelle est organisée l'épreuve. Pour suivre la bonne exécution, le suivi de ces 16 engagements, nous nous sommes dotés d'un comité de suivi de la charte qui est composé paritairement à la fois des 5 confédérations syndicales qui sont signataires et des 3 organisations patronales qui sont également signataires. Donc dans un comité qui est paritaire, une réunion chaque mois nous permet d'évaluer, d'avoir un suivi du degré des engagements et de leur respect. Et dans le même temps, nous intervenons aussi bien du côté du comité d'organisation que de la Solidéo, qui est la structure qui a en charge la construction des infrastructures nouvelles, les aménagements, le village des athlètes, piscine olympique, nouvelle aréna à la Porte de la Chapelle à Paris, et les travaux sur des installations déjà existantes. Et pour bien matérialiser cet engagement, nous avons une représentation officielle au sein du comité d'organisation des Jeux Olympiques et au sein du conseil d'administration de la Solidéo. Et de ce point de vue-là, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux Olympiques que les structures d'organisation des Jeux prévoient en leur sein une représentation des syndicats du pays organisateur. C'est donc une première historique dans l'histoire des Jeux Olympiques et nous espérons tous que quelque part nous allons laisser une trace qui inspirera à leur tour d'autres organisateurs pour faire reconnaître la place des syndicats. Quel bilan fais-tu de l'application de la charte ? Et qu'attends-tu de l'avenir ? Tu viens déjà d'en dire 2 mots, de l'avenir et particulièrement pour le mouvement sportif. Alors on est bien sûr, chacun le comprend bien, pas encore au moment du bilan, l'événement n'a pas eu lieu, même si beaucoup de choses ont déjà été structurées, décidées, arbitrées. Je dirais que parmi les premiers enseignements, il y en a un qui est fort intéressant, c'est la démonstration que nous avons pu faire, que nous sommes en train de faire, s'agissant de la conduite des chantiers sur la construction des ouvrages olympiques, puisque nous avons fait reconnaître
et la direction de la Solidéo l'a repris à son compte, que les thèmes de la sécurité du travail sur les chantiers et la lutte contre le travail illégal devaient être deux priorités. Chacun sait combien les accidents du travail sont très nombreux dans la filière du bâtiment et des travaux publics. Les camarades nous disent régulièrement qu'il y a un accident mortel par jour travaillé dans le bâtiment en France. C'est la moitié des accidents mortels du pays qui se situent dans le bâtiment et les travaux publics. Donc ces deux priorités-là se sont traduites par des dispositions reconnaissant aux syndicats un rôle particulier sur la surveillance des chantiers via des permanences, des locaux mis à disposition, une présence dans les comités de suivi des chantiers, c'est-à-dire à la fois un suivi technique, est-on en avance ou pas sur le calendrier, est-ce qu'on tient les budgets, mais aussi un suivi social. Est-ce que les syndicats ont des choses à dire sur les conditions dans lesquelles se déroulent les chantiers? Ce qui fait que nous avons eu plus, à côté de ça, des moyens publics dédiés plus importants qu'à l'accoutumée. Je pense notamment au nombre d'inspecteurs du travail qui ont été orientés pour la surveillance des chantiers olympiques, beaucoup plus que la moyenne territoriale. Tout ça fait qu'au bilan de chantiers qui sont presque achevés maintenant, on a 4 fois moins d'accidents du travail qu'on en a en moyenne sur les autres chantiers en France. Ce qui montre bien que quand il y a une volonté politique, quand on donne des moyens aux syndicats pour intervenir sur les conditions de travail, qu'à côté de ça, les pouvoirs publics orientent aussi des moyens officiels, les inspecteurs du travail, pour lutter contre les fraudes, on obtient des résultats tangibles. Et j'évoquerai aussi, naturellement, les actions qui ont été les nôtres pour régulariser des travailleurs sans papier que l'on a découverts sur les chantiers olympiques, qui existent là aussi sur bien des activités en France. Mais s'agissant des JO aussi, parce qu'il y a un enjeu politique tout à fait particulier, il faut en convenir, nous avons obtenu la régularisation de plusieurs dizaines de ces travailleurs. Donc je dirais que de ce point de vue-là, notre bilan est plutôt intéressant. Maintenant, il y a d'énormes défis qui restent posés en matière d'emploi, en matière de formation. On s'aperçoit que dans plusieurs secteurs professionnels qui vont être nécessaires au déroulement des Jeux, les entreprises ont tendance à recruter sur des formes de contrats temporaires, des CDD, pour faire face aux Jeux Olympiques, mais pas forcément de s'inscrire dans une activité professionnelle qui soit un tremplin pour des embauches beaucoup plus durables. Donc ça, c'est dans les mois prochains un des défis que nous allons avoir à relever, que de parvenir, pourquoi pas, à obtenir des entreprises, des embauches beaucoup plus durables et pas simplement du temporaire pour faire face aux Jeux Olympiques. Quel intérêt pour le mouvement sportif derrière en termes d'héritage ? Je pense que tous les événements sportifs, ça n'est pas intégré. Et c'est en ce sens que cette première internationale est pour nous très intéressante, c'est qu'elle puisse servir de point d'appui. Et je pense qu'on sera amène aujourd'hui, au vu de l'expérience, même avec des résultats qui seront incomplets, mais dans une première expérience, on ne peut pas attendre d'avoir, faire carton plein, si je peux me permettre cette expression. Par contre, cette expérience montre et justifiera sans doute qu'on puisse exiger à l'avenir que pour tout grand événement, sportif ou culturel, dès lors qu'il atteint une taille particulière, voire exceptionnelle, on intègre les organisations syndicales représentant les travailleurs pour penser les questions d'organisation du travail, d'effectifs, de formation professionnelle et en finir avec des événements qui soient organisés uniquement par la sphère privée en ne reconnaissant pas l'apport que peut représenter ceux qui participent à la construction de ces rendez-vous. Donc je pense que ce sera un précédent utile et que d'autres grands événements seront à leur tour contraints de reconnaître une place plus importante aux syndicats professionnels dans leur préparation. Super, merci. Et donc rendez-vous le 9 novembre à 18h à la Maison des Sports d'Indre-et-Loire avec la CGT, le comité départemental olympique et sportif, l'adjoint au sport de la ville de Tours et le comité d'organisation des JO.